Pour préparer aujourd'hui mon intervention, je me suis ramenée surtout à une grande préoccupation, une inquiétude que j'ai et peut-être qui est partagée par d'autres ici sur le panel également, mais que je me suis donnée comme mission de transmettre. Et ma préoccupation, c'est celle que, en fait, je me pose toujours la question, quand on essaie de créer des obstacles, de réduire les possibilités, c'est souvent étrangement en lien avec des domaines où les femmes se sont investies et ont commencé à prendre de plus en plus de place. Alors, c'est une inquiétude que j'ai. Ça m'a amené à aller chercher une Bible de la pensée féministe au Québec, rédigée par Micheline Dumont et Louise Toupin, et dans un des chapitres qui s'appelle « Le droit à l'instruction », on relate en fait les activités, les réflexions et la mobilisation des féministes entre 1900 et 1985. Je les cite à la page 230, elles disent « L'instruction des filles vit une profonde évolution durant la seconde moitié du 20e siècle. Elle représente, sous des modalités différentes, le cœur et les prémices des revendications des femmes. L'instruction développe la conscience de ses droits, nourrit l'assurance de soi et appuie l'indépendance économique. Elle établit aussi le caractère scientifique des analyses féministes. La dénonciation des discriminations qui affectent l'instruction des filles, la critique de l'enseignement ménager, l'accès à tous les programmes de formation, l'admission dans tous les programmes universitaires, l'orientation professionnelle des adolescentes, la dénonciation des stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires, l'aménagement des programmes conçus pour permettre le rattrapage éducatif des femmes, autant de questions qui vont mobiliser les féministes. Alors, je me suis intéressée à savoir est-ce que les féministes sont mobilisées aujourd'hui dans la situation actuelle de la menace d'une hausse importante des frais de scolarité. Pour répondre à cela, je vais aborder deux éléments. Un qui concerne des réponses institutionnelles et organisationnelles sur l'impact de la hausse des frais de scolarité sur les femmes. Et deuxièmement, pour répondre à une question concernant le cœur de la mobilisation elle-même, sur des enjeux qui peuvent se poser chez les militants et les militantes du mouvement étudiant en lien avec les rapports sociaux de sexe. On a reçu hier par courriel, pour le premier point qui concerne la hausse des frais de scolarité et son impact sur les femmes, on a reçu hier par courriel un communiqué tout spécial de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Communiqué très bref qui comporte 5 petits paragraphes, dont un qui est en gras, qui indique que le comité exécutif de l'IREF appuie le choix démocratique des étudiants et des étudiantes d'entamer une grève de protestation et se prononce contre la hausse des frais de scolarité. Alors, on a peut-être là, ici, effectivement, un appui, une approbation qui circule présentement. Il y a un mois de cela, une autre institution féministe a également fait circuler une position un peu plus élaborée cette fois, et je vais citer certaines des conclusions qui ont été élaborées là-dedans, car je crois qu'elles sont importantes à garder en tête si on veut réfléchir sur l'impact de la hausse de frais de scolarité sur les femmes. Il s'agit de la position de l'Institut Simone de Beauvoir, qui, dans les faits, et certaines d'entre vous le saurez, a été réalisée à l'aide d'une série de rencontres qui impliquaient notamment des étudiantes de l'UQAM. On nous dit qu'envisager la problématique des femmes dans une perspective de politique sociale implique dépasser les questions dites féminines, comme le harcèlement sexuel et les garderies, et de saisir l'incidence de l'ensemble des politiques sociales sur les femmes. Et ensuite, on développe tout un argumentaire qui risque d'être très important si on considère que l'accès à l'éducation risque d'être miné pour certaines classes, comme l'a souligné Louis tout à l'heure, et en particulier pour les femmes. Rappelons, et c'est quand même un fait impressionnant, qu'encore aujourd'hui, sur le milieu du travail,
vous vous en souvenez de cette donnée, les femmes gagnent entre 70 et 73% du salaire des hommes, encore aujourd'hui. Donc, il y a peut-être là, ici, à se poser les questions sur c'est quoi les ressources des femmes pour avoir accès à l'éducation. Si l'endettement est une priorité ou une préoccupation, une priorité, c'est un beau lapsus, priorité pour qui, est une préoccupation, alors on pourrait imaginer effectivement que l'endettement des femmes va être également en accroissement. On indique également que si l'accès à l'éducation est miné pour les femmes, il pourra également être miné pour leurs enfants. Donc, la majorité des ménages monoparentaux actuellement sont gérés ou sous la chefferie, comme on pourrait dire, de femmes. Et donc, l'accès à l'éducation de leurs enfants est effectivement compromis. Troisième argument développé par l'Institut Simone de Beauvoir, on soulève l'importance de la diversité dans les classes en lien avec le rapport pédagogique. Donc, comme enseignante, il n'y a rien de plus merveilleux que d'être confrontée à des réalités, des expériences, des bagages différents dans mes classes, dans les groupes cours. Or, s'il y a une transformation dans l'accès à l'éducation, si l'étudiant, disons, type de la clientèle visée se réduit en termes de diversité à un prototype, disons, particulier, il est donc fort probable qu'on se retrouve comme enseignant à avoir des groupes cours beaucoup moins hétérogènes, beaucoup moins diversifiés, et à l'intérieur de cela, on comprend que l'accès des femmes à l'éducation risque de permettre, encore une fois, la pérennité de certaines divisions, notamment les femmes de couleur, de minorités visibles, les femmes autochtones, les femmes handicapées et l'embarrassant, etc. Donc ça, c'était des arguments concernant les impacts de la hausse des frais de scolarité sur les femmes comme étudiantes. J'aimerais maintenant aborder rapidement certains des enjeux qui traversent la mobilisation étudiante. Je suis toujours très impressionnée de voir que vous êtes très nombreux à vous mobiliser dans un comité en travail social. Et oui, je vais faire un parallèle nostalgique à la grève de 2005. Car en 2005, il y a eu la création d'un comité Femmes en grève. Ce comité renaît aujourd'hui, existe et se mobilise. Mais en 2005, on avait commencé à identifier des motifs de créer un comité femmes. Et parmi ceux-là, les enjeux suivants étaient identifiés. Dans une lutte pour l'amélioration d'une situation, on est dans un contexte tendu, où souvent la colère et la rage sont des expressions qui peuvent être valorisées. Et les militants du comité femmes se sont posé des questions sur la division sexuelle du travail dans l'organisation de la mobilisation. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire en sorte que ce ne soit pas les filles qui fabriquent les muffins pour l'activité en cause et que ce ne soit pas les gars, je caricaturise là, et que ce ne soit pas les gars qui rédigent la déclaration qui sera lue devant la caméra où seront présents les médias. Deuxième aspect, comment faire en sorte pour féminiser la documentation, et je suis consciente qu'à la FESH, il y a une préoccupation très importante pour ces éléments-là, notamment le féminisme est genre un des deuxièmes principes à la FESH, donc je pense que c'est une association qui est très ouverte à ces questions-là. Comment faire en sorte pour réfléchir sur la pertinence et l'utilité de lieux non mixtes pour permettre possiblement la réflexion entre femmes sur des enjeux de violence, d'agression ou encore de sexisme. La semaine dernière, il y a eu des événements
qui sont relatées dans un article de la revue Ultimatum de la classe, signé par Vanessa Mercier et Maxine Vysotsky, excuse-moi si je prononce mal ton mot, où on dit que finalement, pardon, c'est à la manifestation du 10 novembre où il y a eu des lignes de piquetage. Et on s'est comme un peu entendu à savoir que sur la ligne de piquetage, ce qui serait considéré les maillons faibles, c'était les lieux où il y avait des étudiantes. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on tentait différentes formes de violence verbale ou physique. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui se produit maintenant, mais l'idée d'avoir une réflexion féministe sur comment on fait notre mobilisation, comment on tient compte de ces enjeux de rapports sociaux de sexe, je crois, sont des éléments intéressants. Donc, je conclurai en disant, en citant cette fois-ci les deux étudiantes qui signent un article donc intitulé « Pour une grève féministe ». Elles disent « Une vision féministe en temps de grève permet, par de mesures simples, d'atténuer les rapports de domination et de changer la manière de lutter sur une base commune. » Voilà.